Dans cette activité, nous allons répondre au problème « Comment les anomalies magnétiques mesurées dans les océans témoignent-elles d'un déplacement horizontal de la lithosphère ?» En effet, nous allons nous intéresser aux apports de l'étude des anomalies magnétiques. Vous êtes certainement déjà servi d'une boussole terrestre et vous savez que cette boussole indique le nord magnétique et ce nord magnétique est appelé ainsi car il est proche du pôle nord géographique. Mais toutefois attention car même si ce pôle nord magnétique est nommé ainsi parce qu'il est proche du pôle nord géographique, c'est en réalité le pôle de magnétisme sud qui attire le pôle nord de l'aiguille aimantée de notre boussole. En fait, la Terre agit comme une sorte de dipôle magnétique ou comme un aimant, et les lignes de force magnétique que vous pouvez observer ici établissent tout autour de la planète un champ magnétique terrestre. C'est la raison pour laquelle notre fameuse aiguille de boussole va s'aligner automatiquement selon les lignes de force dans une direction nord-sud. Certaines roches magmatiques, comme les basaltes, vous en avez un exemplaire ici, peuvent conserver des caractéristiques du champ magnétique terrestre au moment de leur formation, c'est-à-dire au niveau de la dorsale. Et à l'aide, on va le voir, de magnétomètres très sensibles, on peut retrouver dans un échantillon de roche la trace de ce champ magnétique ancien, qu'on appelle aussi le champ paléomagnétique. Alors, comme vous le savez peut-être, ça a déjà été évoqué dans une activité précédente, de grandes campagnes ont été effectuées où, durant ces campagnes, des forages océaniques ont été réalisés par des bateaux tels que par exemple le Joides Resolution. À partir de ces bateaux, on laisse derrière ce bateau traîner en quelque sorte ce qu'on appelle un magnétomètre, vous le voyez ici transporté par ces personnes, et ce magnétomètre va permettre d'enregistrer le champ magnétique au niveau des basaltes de la croûte océanique. Lors des premières phases de l'exploration des fonds océaniques, les relevés de l'intensité du champ magnétique à l'aide de ce fameux magnétomètre tiré par un bateau avaient montré l'existence, sur ces fonds, d'une alternance de bandes parallèles de magnétisme, parfois faibles et parfois élevées. Ça donnait un document comme celui-ci, et c'est vrai qu'au départ, on a eu du mal à expliquer cette situation. Alors pour expliquer cette situation, alors là vous avez ici la carte simplifiée. En noir, les bandes noires correspondent à des roches ayant une aimantation qualifiée de plus élevée, on dit aussi normale, et quand elle est inverse, on la qualifie aussi de négative ou de inverse. D'accord? Vous reconnaissez ici l'axe de la dorsale, et déjà, ce qui saute au premier coup d'œil, c'est une sorte finalement de symétrie, encore une fois, de ces bandes qui correspondent à des magnétismes qui sont différents. On a une sorte de symétrie par rapport à l'axe de la dorsale. L'étude de roches variées a ainsi montré que la polarité du champ magnétique a subi au cours des temps géologiques de nombreuses inversions. À certaines époques appelées périodes inverses, les pôles magnétiques nord et sud étaient inversés par rapport à la situation actuelle, et ces changements de polarité sont parfaitement documentés et ont pu être datés avec précision en domaine continental, ce qui a permis de construire un calendrier des inversions magnétiques. Et ces relevés qui ont été effectués au niveau du plancher océanique basaltique révèlent des anomalies de ce champ magnétique. On va rentrer plus en détail dans les documents suivants. Comment on peut expliquer ce phénomène de mémorisation du champ magnétique? Nous le savons car certains minéraux, au moment de leur formation, vont cristalliser dans la direction de ce champ magnétique. C'est le cas de la magnétite qui est contenue dans le basalte. Lorsqu'un magma est chaud, il ne contient aucun cristal visible puisqu'ils sont tous fondus. En refroidissant, ces cristaux vont progressivement se former et lorsque les cristaux de magnétite vont refroidir et atteignent une température appelée le point de Curie, aux alentours de 580 degrés Celsius, quand ils sont en dessous et que ça cristallise, ils vont s'orienter selon le champ magnétique présent au moment de ce refroidissement. Et ainsi, ces minéraux vont acquérir une aimantation qui va correspondre au champ magnétique terrestre qui résidait au moment de la formation de ces minéraux, au moment de leur refroidissement.
comment expliquer ces anomalies magnétiques? Tout d'abord, quand le magnétomètre passe à la surface de ces basaltes, il faut savoir que nous sommes toujours soumis au champ magnétique actuel. Lui sera toujours dans ce même sens. Il sert ici en quelque sorte de référence. Prenons le cas d'une anomalie qui a été mesurée comme positive. Comment expliquer ceci? Si le champ magnétique qui présidait en quelque sorte au moment de la formation d'un basalte était dans le même sens que le champ magnétique actuel, alors quand on mesure ce champ magnétique avec le magnétomètre, on va mesurer le champ magnétique actuel et aussi le champ magnétique qui a été mémorisé par le basalte. Les deux étant dans le même sens, on va avoir une résultante qui va être supérieure au champ magnétique, en quelque sorte, mesuré au niveau du basalte. On parle d'une anomalie magnétique positive, en quelque sorte. Si par contre, à l'époque où ce basalte s'est formé, le champ magnétique terrestre était inverse, dans le sens inverse au niveau du champ magnétique actuel, alors celui dans le basalte, puisqu'il a mémorisé, sera lui aussi inverse, et quand le magnétomètre mesure maintenant ce champ magnétique, il va faire donc la résultante du champ magnétique actuel et du champ magnétique qui est présent dans le basalte, mais qui est de sens inverse. La résultante sera donc inférieure au champ magnétique actuel. On va donc mesurer un magnétisme moins fort. On parle d'une anomalie magnétique négative. On dit aussi inverse, car elle est inverse par rapport au champ magnétique actuel. Donc vous avez ici l'explication des deux types d'anomalies que l'on peut trouver. Une anomalie magnétique positive, on dit aussi normale, d'accord, quand en fait le basalte a mémorisé un champ magnétique qui était identique à celui actuel, et une anomalie magnétique négative, quand à l'époque où le basalte a mémorisé ce champ magnétique était inverse par rapport au champ magnétique actuel. Comme dit précédemment, ces changements de polarité sont parfaitement documentés et ainsi on a pu dater avec précision en domaine continental ces inversions du champ magnétique terrestre et grâce à ça on a pu construire un calendrier de ces inversions magnétiques. Ainsi, en fonction de ce qu'on a pu trouver comme la mise en relation de ce profil magnétique qu'on a pu voir sur le plancher océanique avec ce calendrier que je vous présente ici, grâce à ça, on peut dater indirectement les basaltes du plancher océanique. Grâce à ces inversions, on peut dater ces basaltes et on s'est notamment rendu compte que les basaltes sont d'autant plus vieux quand on s'éloigne de part et d'autre de l'axe de la dorsale. Alors, comment expliquer concrètement, il nous reste un petit problème à résoudre, comment expliquer cette répartition en peau de zèbre que l'on peut observer quand on mesure le champ magnétique à la surface de ces basaltes? Si on en revient encore une fois à notre modèle de la tectonique des plaques ici, nous sommes au niveau d'une dorsale. Qu'est-ce qui se passe quand du basalte est produit au niveau d'une dorsale? Quand ce basalte est produit, il va, vous le voyez ici, mémoriser à chaque fois le champ magnétique qui est présent au moment de sa formation. Ici, les bandes de couleurs différentes, en quelque sorte, symbolisent les inversions du champ magnétique. Et progressivement, vous le constatez, à chaque fois, comme ce basalte sort de part et d'autre de l'axe de la dorsale, on va avoir une répartition qui va être quasi symétrique de ces anomalies. Et ici, nous avons encore une fois un argument en faveur de l'expansion océanique qui va se passer au niveau de la dorsale. On observe donc ici, finalement, sous nos yeux ici, grâce à ce modèle, on voit cette répartition progressive de manière symétrique et la formation de cette fameuse peau de zèbre. En 1960, un navire océanographique, le Eltanen, été envoyé en mission par la Columbia University, a été envoyé en mission pour enregistrer les variations du champ magnétique. Et vous avez ici en rouge le trajet effectué par ce bateau. Ici, on peut observer le profil magnétique qui a été enregistré par l'Eltanen. Ici, nous avons donc mis en corrélation juste à côté la profondeur de l'océan, en tout cas
on peut observer ici en surface, vous l'avez compris, la croûte océanique. Déjà, effectivement, vous le constatez, par rapport à l'axe de la dorsale, on observe bien ici une symétrie de ces anomalies magnétiques. On le voit donc, les différents pics ont été ainsi illustrés. Voici maintenant le profil de l'Eltanen, ce profil magnétique réalisé à la fin de 1965 par Walter Pitman pour l'océan Pacifique sur une longueur de 1000 km et avec une direction perpendiculaire à l'axe de la dorsale du Pacifique Sud. Vous voyez ici, pour mieux le visualiser, des couleurs ont été mises pour mettre en évidence ceci. Alors vous avez en noir les anomalies positives et en blanc les anomalies qualifiées de négatives. Et on voit effectivement une symétrie de la répartition de ces anomalies magnétiques. Cette répartition des âges prouve que l'expansion océanique s'effectue à partir de l'axe des dorsales. De nouveaux matériaux rocheux s'y forment, puis s'éloignent latéralement de part et d'autre de cet axe. À partir de cela, à partir de la connaissance précise de l'âge des basaltes, on va pouvoir alors calculer la vitesse de l'expansion océanique et donc la divergence de ces plaques. Ici, si l'on prend l'exemple, ce sont les informations que vous aviez du déplacement de la plaque pacifique, à partir des données que nous avons une distance, nous avons le temps, l'âge en tout cas en quelque sorte de ces basaltes, on peut établir que la plaque pacifique s'éloigne de l'axe de la dorsale à la vitesse de 4,7 cm par an, sachant que ces plaques divergent de part et d'autre de l'axe de la dorsale. Ainsi, on peut calculer, en faisant x2, la vitesse d'expansion océanique de l'océan Pacifique, et nous trouvons ici 9,4 cm par an. Si l'on compare ceci avec la vitesse d'expansion océanique de l'océan Atlantique, on observe un écart de vitesse assez important. Ceci nous permet de dire qu'il existe des dorsales lentes, comme c'est le cas de la dorsale atlantique, et il existe aussi des dorsales dites rapides, comme celle du Pacifique.